Bonjour à toutes, bonjour à tous. La liberté d'opinion et d'expression d'un parlementaire se trouve sous l'emprise d'ordres juridictionnels qui portent atteinte à la fonction législative. C'est un extrait du communiqué de presse de l'avocat de notre invité suite à la décision du Conseil de l'Ordre des médecins. Notre invité est Martine Vonner, médecin psychiatre, députée française du Bas-Rhin jusqu'à juin dernier et notamment aussi présidente du groupe du parti politique Ensemble pour les libertés. Bonjour, Madame le député. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Cette décision est tombée la semaine dernière, 1 an de suspension de vos activités de médecin, alors que vous étiez depuis des décennies, vous exerciez sans souci. On reviendra, on prendra le temps d'analyser ensemble cette décision. Vous avez été, pour rappel, une des seules personnalités de l'hémicycle à vous être opposé très très tôt face aux mesures sanitaires, jusqu'au pass vaccinal, où vous avez fait en janvier dernier un discours qui avait été assez fort, mais qui avait été peu apprécié, par vos collègues de l'Assemblée. Juste avant de parler de l'impact de cette décision de 1 an de suspension, pouvez-vous nous dire, cette décision vient aussi et suite à justement tous ces débats à l'Assemblée, où vous étiez un petit peu, des fois, vous vous sentiez seul contre tous? Oui, on peut le dire. C'était un ressenti, mais c'était la réalité. C'était vraiment, notamment, seul contre tous les collègues de la majorité. Il y avait quelques députés non inscrits, et notamment Nicolas Dupont-Aignan, pour ne citer que lui, qui était régulièrement, on va dire, en phase avec moi. Mais pour le reste, c'était la grande solitude. Et donc, justement, comme Monsieur Dupont-Aignan, tous les deux, vous avez fait face à une information qui était largement propagée par les médias de masse et qui a largement autant influencé le Conseil de l'Ordre des médecins que, en général, l'Assemblée, que même les politiques du gouvernement. Est-ce que vous vous êtes senti harcelé? Est-ce que cette information... aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qui sont faites aux fact-checkers, qui viennent appuyer les informations des médias de masse, donc, où leur situation est très floue. On ne sait pas comment ils se retrouvent dans ces postes-là à pouvoir valider ou invalider certaines informations. Est-ce que vous vous êtes senti harcelé? Est-ce que les mots sont trop forts? Ah non, j'allais dire que les mots sont peut-être même pas suffisamment forts parce que... Alors, il y a eu plusieurs temps. Il y a le tout début de la crise, on est en mars 2020, et en fait, comme j'étais en contact avec énormément de confrères dans l'Est de la France, confrères qui avaient soigné des patients atteints de pneumopathie, on n'avait pas mis le nom Covid dessus, et ces médecins, à partir de l'automne 2019, parce que dans l'Est de la France, c'était septembre, octobre, novembre 2019, mes confrères ont soigné. Donc en fait, quand la crise a commencé, en toute bonne foi, j'ai expliqué ce qui se passait dans mon territoire, dans ma circonscription. On en parlait assez ouvertement en commission des affaires sociales. Olivier Véran n'était pas encore ministre, et c'était des faits que j'apportais. Donc là, c'était encore... il n'y avait pas forcément de dialogue, mais je ne me sentais pas à ce point pointé du doigt. Et c'est venu très très vite, en fait, à la fois ce qui s'est passé au sein même de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Quand je prenais la parole, c'était relayé en permanence dans la presse, dans les médias. Tout au début, j'avais été invitée encore sur BFM, CNews. On était confinés à ce moment-là, donc c'était des interviews en visio, mais c'était des interviews de faire valoir de la politique gouvernementale. C'est-à-dire qu'on ne me laissait jamais expliquer, on me coupait la parole en permanence, et très très vite, j'étais le vilain petit canard, mais dont il fallait mettre la tête sous l'eau, c'est-à-dire qu'il fallait m'empêcher de parler, et j'étais stigmatisée par des insultes, par des adjectifs divers et variés.
Et c'était d'une très grande violence. Mais moi, je n'ai absolument pas compris à ce moment-là qu'il y avait ce jeu réel des officines, parce que ces officines, maintenant on le sait, il y a des choses qui apparaissent où l'AFP passe des contrats avec quelques personnes qui ont, en effet, qui doivent faire tomber des têtes. Hein. Péronne était sur la liste, hein, mon confrère, mais il y en avait énormément d'autres. J'en faisais partie. Et je crois d'ailleurs, il y a certains... Alors, attendez, je vous arrête, juste reprenons et mettons les choses au clair tout de suite. Docteur Vonner, quels sont vos conflits d'intérêts ou pourquoi parlez-vous aujourd'hui quand vous parlez, voilà, pour comprendre pourquoi ces gens-là vous attaquent, vous, quels sont vos intérêts en général dans le fait de vous exposer autant? Et aujourd'hui, vous avez en fait, ces attaques de 2017 à 2022, c'est Martine Vonner, parlementaire, qui a constamment pris la parole. Bien sûr, je suis médecin, mais je suis médecin dans la vie privée. J'aurais pu être, je sais pas quoi, boulangère, plombière, je ne sais quoi. Je suis médecin, mais j'ai presque envie de dire, cela ne regarde personne. D'autant que j'avais une activité quasiment bénévole dans une association, activité qui me prenait 3 heures de mon temps par semaine. Donc ça, c'était vraiment mon champ privé. Donc quel que soit... Le SAMU social, à l'époque? Alors non, quand j'ai commencé en tant que parlementaire, le SAMU social, c'était quelques années précédemment. Là, j'étais psychiatre coordonnateur dans une structure médico-sociale, œuvrant avec des adultes autistes et des personnes plurihandicapées. Et donc, j'avais ce travail de coordination des soins psychiques, bien sûr. Et en plus, je ne suis jamais intervenue sur la question du traitement Covid ou du vaccin, parce qu'il y avait un médecin généraliste dont c'était la tâche. Donc moi, je suis vraiment restée en dehors de tout ça concernant les résidents de la structure où j'intervenais. Mais pendant de 2017 à 2022, donc 2020, la crise sanitaire éclate, c'est la députée qui s'exprime à tout moment, que ce soit dans l'enceinte de l'hémicycle, que ce soit en interview, que ce soit justement en manifestation publique ou dans l'espace public. Et quand les gens, on va dire, m'interrogeaient, soit dans ma permanence, soit par mail, etc., soit par téléphone, c'est bien la parlementaire qui répondait. Et votre question est importante parce que je me suis toujours... pour moi, c'était très attentif, enfin très important, très important, et j'étais toujours très attentive à cette libre expression, parce que ce n'était pas que mes idées. Bien sûr, j'ai lu énormément d'articles scientifiques. Il y avait en effet tout ce qui s'était passé dans l'Est de la France. Mais beaucoup de citoyens venaient vers moi en disant « mais on ne comprend pas ce qui se passe dans l'hémicycle, il n'y a aucun débat ». On nous dit qu'il n'y a pas de traitement, on nous dit qu'il faut rester à la maison, mais c'est du jamais vu pendant une épidémie. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir et d'aller voir notre médecin? Qu'est-ce qui se passe en France? Et ça, quand vous avez beaucoup de citoyens, le parlementaire représente le peuple. Quand on s'exprime, c'est la voix du peuple. Et pour moi, c'était important en permanence de garder cette possibilité, cette libre expression. Et bien sûr, j'ai pris, j'allais dire, ce chemin critique par rapport à la doxa du gouvernement, parce qu'il y avait... que ce soit en commission, encore une fois, ou au sein même de l'Assemblée, pendant les séances publiques, il n'y avait absolument aucun débat. Il n'y a jamais eu aucun débat. Il fallait être en accord. On voit que ce parlementarisme, aujourd'hui, dysfonctionne. Hein, et moi, je l'ai vécu pendant les 5 ans, où on avait, faisant partie de la majorité... Avant d'en être exclu, on avait notre ligne de pensée, on avait nos ordres de vote, et en fait, ça arrange les parlementaires. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'info par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de travailler tant que ça. L'habitude est que les lobbies, en fait, écrivent non, mais même écrivent pour les parlementaires les amendements. Donc, en fait, les amendements, c'est souvent tout fait par des sociétés extérieures. C'est extrêmement grave, parce que mais c'est la réalité. De dire que les députés, ce sont les lobbies, les grandes entreprises. Bien évidemment. Moi, ce qui m'avait choqué, alors bien sûr, moi j'ai découvert tout ça, j'avais jamais fait de politique. Et au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale, je recevais des coups de fil ou des mails des fédérations hospitalières.
public, privé ou la FEAP. C'était quand ça ? Donc ça, c'était dès le premier exercice, donc dès la fin 2017. Premier exercice du budget, premier exercice de la loi de finances de la sécurité sociale. Et je voyais, j'avais quelques contacts, et on me disait « Ah, mais alors sur cet article-là, peut-être que vous pourrez défendre ça. » Et moi, je disais « Mais attendez, moi, j'ai pas encore le texte. Vous, lobby, vous avez déjà les textes, vous êtes déjà en capacité de produire des amendements. Moi, je n'ai pas encore le texte. » Et là, j'ai commencé à complètement halluciner. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a quelques députés qui ont l'honnêteté, quand ils déposent des amendements, de mettre tout en bas amendements proposés par tel et tel syndicat, ou par la fédération, ou par une corporation. Parfois, mais la plupart du temps, ils ne le disent pas. Donc les grandes entreprises ont les moyens d'envoyer leurs propres collaborateurs des députés pour mâcher le travail aux députés qui sont bien contents. Et face à ça, on a des petites entreprises et moyennes entreprises qui vont se casser le dos au travail, qui n'ont pas le temps d'envoyer ou des ressources humaines à envoyer au Parlement. Et donc là, on est dans un système qui n'est plus du tout démocratique. Mais non, et je m'en suis aperçue très très vite. Et sur le sujet de la santé, que je maîtrise quand même bien pour avoir aussi travaillé en agence régionale d'hospitalisation dès 1996. Donc voilà, moi je suis une ancienne pour avoir travaillé dans le privé, pour avoir travaillé dans le public. Donc j'ai vraiment une vision totale du monde de la santé. Et j'ai beaucoup travaillé la question de l'offre de soins et des moyens des hôpitaux notamment. Donc tout ça, je connaissais par cœur, et de voir à quel point il y avait en effet cette pression pour passer des choses. Après, dans le domaine en question, c'était presque que du bonheur, parce qu'en effet, la situation dans notre pays concernant l'offre de soins est tellement grave depuis de très nombreuses années que de toute façon, on pouvait presque être que d'accord avec ce qui était proposé. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'ait absolument aucun lien d'intérêt ni conflit d'intérêt avec qui que ce soit, et qui justement aime bien garder cette posture libre, totalement libre, je disais non, vous gardez vos propositions, et moi je vais travailler le texte, et je ferai mes propres propositions d'amendement. Bien sûr, je vous entends, bien sûr, je vais à l'écoute des soignants, et je comprends parfaitement leur situation, leur détresse, mais les amendements, ça va être mon travail à moi. Si vous étiez resté sagement dans votre coin, vous pensez que vous n'auriez pas toutes ces galères aujourd'hui Ah bien sûr, là en fait ce qui s'est passé c'est dès 2020, comme je me suis très clairement opposée à cette pensée unique de la majorité, oui, tout ce qui en découle depuis maintenant 2 ans et demi, bien sûr, vient de là, et d'avoir été à ce point, ça a été un vrai bras de fer avec le Premier ministre, d'abord Édouard Philippe, en réunion de groupe politique, ensuite bras de fer, on l'a vu, vous en avez tous été témoins pendant les séances publiques avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est quand même permis à de multiples reprises de m'insulter au sein même et de me menacer, beaucoup plus grave, de me menacer au sein même de l'hémicycle. Et il m'avait promis, il avait annoncé que l'immunité parlementaire n'avait qu'un temps et que sans doute j'aurais quelques soucis à me faire après. Revenons à la question de base pour ne pas laisser les lecteurs et les auditeurs sur leur faim. Ma question était, mais c'était très intéressant, ma question était sur les fact-checkers qui notamment ont créé cette information qui vous apportait préjudice, ou en tout cas qui l'a appuyé. Voilà. Que pensez-vous, juste sur les fact-checkers, que pensez-vous de cette situation et de ce construit social et médiatique C'est profondément pervers. C'est choquant. D'abord, c'est complètement choquant parce qu'on attend de la part pervers. Oui, c'est pervers et choquant. C'est-à-dire qu'on attend de la part de ces pseudo-journalistes, parce qu'on sait qu'ils obtiennent des autorisations à faire, on va dire, un pseudo-travail journalistique en très peu de temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec notamment Fact and Furious. On attend de ces personnes qu'elles fassent un vrai travail, fouiller, investiguer. Donc qu'elles aient après des demandes de l'AFP, pourquoi pas, dont acte, mais qu'elles aillent faire un travail
propre. Moi, j'ai vu à quel point, j'ai vu apparaître sur des réseaux des fiches faites à propos de la députée Martine Vonner. Enfin, j'ai une famille, les bras m'en sont tombés. Enfin, j'étais considérée tout au début de mon mandat comme venant plutôt de l'aile gauche, parce que je défendais, on va dire, une politique sociale. Je me suis retrouvée brutalement stigmatisée comme une fasciste d'extrême droite, anti-vax, complotiste. Enfin, voilà, la liste est longue de tous les qualificatifs. Que ce soit ma fiche Wikipédia. Alors après, j'ai même pas envie de faire de la publicité à tous les sites de fact-checking. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est que, notamment dans, on va dire, ce qui s'est passé, on va peut-être revenir en détail, on va dire, sur la façon dont ils ont jugé mon travail, je parle de mes confrères de l'Ordre des médecins, ils se sont appuyés sur ce type d'article. Ils se sont appuyés sur un article de la presse quotidienne régionale, pour ne pas les nommer les dernières nouvelles d'Alsace. Ils se sont appuyés sur d'autres articles. Donc en fait, ça a payé pour la partie adverse, mais à mes dépens. Vous avez utilisé le terme pervers, vous êtes médecin psychiatre, quand vous utilisez ce terme, vous pesez vos mots. Ah, je pèse mes mots parce qu'on est face à des techniques de manipulation. On nous avait expliqué en 2017, quand nous avons été élus, on a eu 36 heures de formation et on avait le droit d'être accompagné par des coachs de com. On nous a expliqué à ce moment-là les techniques de nudge. Moi, j'y connaissais rien, mais je me suis dit, oulala, là, on est sur des techniques quand même de manipulation. Alors, pour vendre un produit, alors le produit, certes, c'était la REM, mais on peut réellement aujourd'hui se poser la question du mensonge permanent à très très grande échelle. On a vu qu'ils ont utilisé aussi dès le départ la technique de la peur, avec la création, on va dire, de cette peur à grande échelle. On aurait pu parler d'une épidémie un petit peu différente d'une épidémie grippale. Non, il a fallu expliquer que c'était une pandémie mondiale, qu'il y avait énormément de personnes décédées, alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, on avait déjà quelques doutes tout de suite, parce qu'on voyait qu'au fond, les personnes, à part les personnes très 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 fragiles, les autres personnes faisaient en effet un Covid, mais bon, la vie continuait, même sans traitement, puisqu'on n'avait pas le droit d'être traité. Mais par rapport à ça, justement, cette manipulation de dire vous allez tous mourir, mais attention, nous, l'État, on est là pour vous sauver, on est là pour vous accompagner, pour vous faire du bien, et on a déjà la solution, parce que ne pas oublier que la première fois qu'Emmanuel Macron, le président, a parlé de vaccins, c'était déjà en avril 2020. Alors que l'épidémie, on venait de la découvrir en France. Donc là, on est à moins d'un mois et on a déjà la solution. Et c'est tout à fait comme ça que fonctionne à une échelle interindividuelle un pervers, narcissique, manipulateur. Mais là, c'est un appareil gouvernemental qui est accompagné, là aussi, par des officines, McKinsey, qui a accompagné la grande majorité des gouvernements, et puisque la marche en avant s'est faite quasiment de la même façon partout, et puis imposer. Alors ce confinement a eu, pour eux, c'était absolument génial, parce que les gens passaient leur journée devant les écrans, et les messages en permanence, restez chez vous, etc. Enfin, c'était une litanie, plus j'aime toujours évoquer Monsieur Salomon qui venait tous les soirs en croque-mort nous dénombrer le nombre de personnes décédées, hospitalisées, décédées. Enfin, c'était du délire, c'était vraiment du délire. Et justement, dans ce délire, à l'Assemblée, vous travaillez directement, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Édouard Philippe ou encore Olivier Véran, qui étaient tous les deux au gouvernement. Comment est-ce que... Qu'est-ce que vous en ressortez quand vous jugez leur psychologie? Forcément, vous avez un avis là-dessus. Pourquoi ont-ils un comportement? Vous avez dit qu'ils étaient même violents. Pas violent verbalement, bien sûr. Il y avait une violence verbale. Oui, j'ai quand même vécu une forme de harcèlement, par eux très aussi. Clairement. D'accord. Oui, parce que, justement, en réunion de groupe, quand plusieurs fois j'ai essayé de prendre la parole,
l'effet de masse, quand vous êtes totalement isolé, et il suffisait qu'un député commence à m'insulter pour que les autres reprennent. Et il n'y avait aucune écoute possible. Alors, je ne vais pas juger du mental spécifique ou des capacités psychiques des deux personnes que vous avez évoquées. Ce n'est pas le lieu. Par contre, ce sont des personnes qui utilisent manifestement très bien et qui étaient d'accord d'utiliser ces techniques de façon totalement libre ou parce qu'on le leur avait demandé. Il faudra leur poser un jour la question. Et je pense qu'un jour, les citoyens auront sans doute une réponse, peut-être dans plusieurs années. Mais toujours est-il qu'en effet, ils étaient tous en phase pour avancer de la même façon. Et à aucun moment, il y a eu de doute. Celle qui peut-être a laissé entrepercevoir qu'elle n'était pas forcément dupe sur toute la ligne, c'est Agnès Buzyn. Et elle a été écartée. Agnès Buzyn, on lui a demandé d'aller au municipal de Paris. Mais ça l'allait déranger, du coup. En fait, on avait eu plusieurs réunions. Elle était venue en commission des affaires sociales. Et je pense qu'elle, de bonne foi en tout cas, nous avait évoqué qu'il y avait des plans, mais qui existaient depuis très longtemps, des plans blancs, etc. Et on pouvait très bien gérer une épidémie en France. Et je pense qu'elle n'aurait pas été forcément d'accord d'aller sur cette stratégie du zéro traitement et attendons le vaccin. Donc elle a été éloignée, mise de côté. Bon, là, elle fait des allées-venues par rapport à l'OMS, on ne comprendra pas très bien. Bon, maintenant, elle est casée, je crois, au Conseil d'État, comme beaucoup. Donc vous avez vu ces ministres et premiers ministres utiliser de la violence comme d'outil de domination au sein de l'Assemblée et du groupe parlementaire. Oui, de la pression verbale, de la pression posturale. Combien de fois, j'ai vu des ricanements, j'ai vu des regards complices. Dans l'hémicycle, on me disait, mais franchement, pardon, je vais être vulgaire, ferme-la. Combien de fois on m'a dit, ferme-la. Parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a Olivier Servat, je crois, qui s'est un petit peu énervé et qui a eu des mots qui ont sans doute un peu dépassé sa pensée, mais quand on est sous pression comme ça et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, il faut savoir qu'un député, voilà, le temps de parole est souvent très très court, c'est 2 minutes. Quand on veut défendre une idée, c'est 2 minutes. Régulièrement, moi, on me coupait même le micro avant. Donc c'est très compliqué. Comment vous avez vécu tout ça alors que vous essayez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez pas de conflit d'intérêts, donc contrairement à certains, malheureusement, qui portaient un autre discours, vous qui tentiez juste de défendre vos idées, aussi respectable soit-elle, comment vous avez vécu cette forme-là de harcèlement? Il y a eu des moments très très durs. Je ne suis pas superwoman, hein. Voilà, je suis une femme. Alors bien sûr, j'ai déjà un âge certain, donc j'ai un parcours professionnel derrière moi. Donc j'ai déjà vécu des choses difficiles dans mes vies professionnelles. J'ai déjà dû prendre des décisions, oui, parfois compliquées, quand on est médecin, quand on dirige des équipes, parce que j'en ai dirigé beaucoup. C'est parfois compliqué. Donc sur la partie, on va dire, je tiens ma ligne, etc., et je défends mes idées, il n'y avait aucun problème. Par contre, je n'avais jamais vécu cette forme d'isolement et cette pression permanente. Donc ça m'est arrivé, oui, plein de fois de craquer complètement. Je suis bien entourée et ça m'a permis de tenir. Et jusqu'à créer, donc, sur les demandes, sur les conseils des forces de l'ordre, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai créé mon parti politique pour me protéger. Aussi, c'est une forme de protection. Comment vous diriez, donc c'est très intéressant ce point-là, mais alors si on étendait cette question à tous les autres, vous en tant que médecin, en tant que psychiatre, vous tentez de permettre aux gens de garder l'équilibre par votre travail. Bien sûr. Si on étendait ma question à tout le monde et même à nous ici, dans ce journal, beaucoup de gens ont été harcelés. On a été harcelés aussi, bien sûr. À peu près pour des raisons similaires. Tout à fait. Comment est-ce que qu'est-ce que vous diriez aux gens harcelés pour tenir aujourd'hui? Ne pas rester seul. Ça, c'est la première chose, c'est en parler.
se laisser aller à pleurer, s'il faut pleurer, parce que parfois c'est tellement lourd qu'il faut évacuer, c'est très 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 important, et c'est savoir demander de l'aide. Et actuellement, bien sûr, alors le parent pauvre de la médecine en France, c'est la psychiatrie. Donc, pour pouvoir aller avoir une consultation ou en tout cas une aide psychologique auprès de collègues psychologues, c'est parfois un peu de temps. Mais c'est surtout, quand on travaille en équipe, c'est ne pas rester isolé. C'est en discuter. Ici, je sais que vous êtes une équipe soudée. Vous faites front par rapport à tout ce qui arrive actuellement et les médias qui fonctionnent un tout petit peu en dehors, en effet, je vous en remercie de cette pensée unique. Mais oui, c'est bien parce que entre vous, vous êtes, il y a la question de la solidarité, mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Et c'est vraiment ce qui est important, que ça soit dans les familles, parce que ce qui a été terrible, c'est que dans cette crise, l'État s'est autorisé à infiltrer l'intime jusqu'au cœur des domiciles, puisqu'on se souvient, papy, mamie à la cuisine, sur le balcon, machin, peut-être que ça va revenir là pour Noël, je ne sais pas. Mais et rentrer comme ça de façon aussi, là aussi, cette effraction dans l'intime, ça bouscule les émotions et ça peut déstabiliser énormément de gens. Il y a des familles totalement fracturées, il y a des couples fracturés, il y a eu après la question de l'injection anti-Covid pour les enfants, les adolescents, donc il y a vraiment des couples qui se sont séparés, mais c'est la main de l'État et du gouvernement qui a été jusque-là, et c'est terrible. Et des personnes qui n'ont pas cette capacité d'en parler, qui n'ont pas cette capacité de prendre du recul, peuvent être vraiment mises à mal. Et puis j'aimerais, dès qu'actuellement j'ai un micro, je parle toujours de tous ces professionnels suspendus qui n'ont plus le droit d'exercer. Et là aussi, c'est d'une violence extrême, c'est du jamais vu. Alors maintenant, en plus, on est le seul pays au monde à garder cette obligation vaccinale pour les pompiers, les soignants, les les gendarmes. Des soignants suspendus depuis le 15 septembre de l'année dernière. Oui, 2021. Un an et demi sans salaire pour ces gens-là. Exactement. Donc c'est inédit. Qui sont parfois aussi juste les comptables d'hôpitaux, par exemple, qui sont aussi suspendus. Mais bien sûr, il y a tous les professionnels administratifs qui sont dans ces structures, mais parfois même pas du tout en contact avec des patients. Ils sont rangés à la même enseigne, y compris par exemple les psychologues de l'éducation nationale, alors que les professeurs des écoles ou etc., des collèges et autres n'ont pas cette obligation vaccinale. Donc en plus c'est extrêmement, comme les règles changent en permanence et ont changé en permanence. Qui aurait cru qu'un jour on se signe nous-mêmes des Ausweis, pardon de le dire comme ça, pour avoir l'autorisation de sortir. Enfin, on nous aurait dit ça il y a quelques années, on nous aurait dit mais attendez, mais vous êtes dingue, jamais on fera ça. Ben si, la population l'a fait. Et pareil, de porter le masque, alors qu'aujourd'hui, moi je cherche toujours l'étude qui démontrera que le masque sert à quelque chose. Parlons de la décision, ça fait plus de 20 minutes d'entretien, on peut enfin parler c'est le sujet principal de votre venue, cette décision d'1 an de suspension de vos activités de médecin psychiatre par le Conseil de l'Ordre des médecins, donc la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Vous n'aviez quasiment pas eu d'audition auparavant, ça a été une attaque directe du Conseil de l'Ordre. En effet, donc il y a eu 2 parties demanderesses qui ont porté plainte contre moi, le fameux collectif No Fake Med, qui ne représentent qu'eux-mêmes, c'est pas un syndicat. Ils se présentent comme les justiciers de la médecine. Ils se vantent d'avoir fait dérembourser l'homéopathie. Donc c'est à eux qu'on le doit, manifestement. Donc, selon vous, qui sont ce collectif de No Fake Med ? Ce sont des médecins, ce sont des pharmaciens, ce sont des professionnels non médicaux. Ils s'étaient, on va dire, rassemblés en collectif. Pour pouvoir m'attaquer, ils ont constitué une association. Ils n'étaient pas du tout en règle. C'est-à-dire que la première plainte qu'ils ont déposée contre moi, ils ont été déboutés parce qu'ils n'étaient pas du tout en règle. Donc là, ils ont créé une association
j'ai envie de dire juste pour moi, pour aller jusqu'au bout de leur démarche. C'est assez impressionnant de se dire que certains mettent autant de moyens juste pour attaquer certaines personnes. Est-ce que vous pensez que ces gens-là pouvaient avoir des liens d'intérêt avec d'autres groupes? Je pense que ça mériterait d'être creusé. On sait aujourd'hui que tous les professionnels de santé qu'on a vus en permanence sur les plateaux télé, quand on regarde, puisque tout ceci est relativement transparent, ils ont quand même plus que des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce collectif, je n'ai pas fait l'exercice de regarder tous les noms des personnes qui ont constitué, mais en fait, ce sont pour moi, la moyenne d'âge, je pense qu'elle est relativement jeune, ce sont pour moi des techniciens de la médecine, et ils s'arrogent le droit de juger leur pairs, parce que eux, ils se basent sur les examens complémentaires, ils attendent des résultats, on va dire, avec les guidelines. Et ils ont une façon de raisonner qui est extrêmement normée. C'est-à-dire que je suis presque sûre qu'aujourd'hui, on aurait du mal à trouver un de ces cliniciens qui sache vraiment encore poser un stéthoscope, poser une main pour voir une splénomégalie ou pour sentir les reins. J'en suis quasiment sûre. Donc, il y a tout ce phénomène, mais surtout, j'ai un peu regardé sur leur site internet, j'ai été très surprise parce qu'ils se sont autorisés le droit de classer les universités de médecine en France. Alors, Strasbourg arrive en top 1. Je me suis dit, c'est génial. Sauf que pour eux, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que Strasbourg fait encore des cours sur l'homéopathie, des cours d'acupuncture. Et donc ça, pour eux, c'est extrêmement choquant. Donc il faut éliminer tout ça. Et donc, je ne sais pas si le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg a déjà regardé sur ce site, mais ça serait intéressant pour lui peut-être même de dire, mais attendez, mais qui êtes-vous pour pouvoir juger et sur quels critères? En fait, ils mettent en place eux-mêmes les critères de jugement. Donc c'est un peu... Bref. Et à côté de ça, donc, il y avait également l'autre partie qui a porté plainte contre moi, le Conseil national de l'ordre des médecins. Mais en effet, il n'y a eu absolument aucune conciliation. Normalement, les médecins sont invités au niveau du conseil départemental pour discuter. Moi, j'ai pas eu le droit à ça. On m'a tout de suite... Vous, c'est le conseil régional qui a... C'est la chambre disciplinaire régionale du Grand Est. Donc, en effet, par département, il y a des conseils départementaux. Et après, au niveau régional, il y a une chambre disciplinaire. Et donc, j'ai été, en effet, au bout d'1 an et demi, puisque tout cela a commencé début 2021. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, ce timing qui a traîné en longueur. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Ils apportaient, soi-disant, des pièces supplémentaires. Non, donc il y a eu des échanges de mémoire, mais jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je ne sois plus députée. Et c'était beaucoup plus facile d'inviter le docteur Vonner à s'expliquer que plutôt que d'inviter Martine Vonner, parlementaire. Ils ont attendu que votre mandat se termine. Alors ça, c'est aujourd'hui mon interprétation. Ouais. Mais en effet... Une hypothèse que vous... Voilà, avec le collectif FECMED, il y a eu 5 échanges de mémoire. Et avec le Conseil national de l'ordre, il y en a eu 4. Franchement, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais ça demande du temps, de l'énergie. Ça coûte aussi, hein, parce que bien sûr, les conseils avocats, il faut les rémunérer, ce qui est complètement normal. Donc tout ça a pris beaucoup de temps. Et au fond, pourquoi je suis jugée par un ordre professionnel alors que j'étais parlementaire et que dans la Constitution française, à l'article 29, il est clairement dit que le parlementaire ne doit jamais être jugé pour sa libre expression, pour ses opinions, pendant son mandat, pendant sa fonction de parlementaire. Voilà, donc je pose la question. Et on ne s'est pas défilé du tout, puisque j'ai accepté d'aller discuter, et mon conseil, bien sûr, m'y a encouragé. Mais je crois d'ailleurs... J'imagine peut-être même que le ministre de la Santé, qui est aujourd'hui porte-parole de ce gouvernement, peut-être que lui est déçu du fait que je n'ai pris que 1 an
de suspension. Certains auraient voulu que la sanction soit plus lourde. J'imagine, puisque là, il n'y a pas longtemps, il y a un confrère justement du CHU de Strasbourg qui a été définitivement radié. Le docteur Gaillet. Voilà, Stéphane Gaillet. Peut-être qu'ils auraient voulu me manger à la même sauce. Le conseil régional avait rendu un avis très favorable au professeur Perronne dernièrement, il y a un mois à peu près, en expliquant que heureusement il s'était expliqué par rapport à son expertise et au fait qu'il ait collaboré sur d'autres crises épidémiques par le passé. Vous attendiez, quelle est votre réaction par rapport à cette décision qui a été rendue contre vous? Et est-ce que vous espériez que l'avis soit plus favorable? Est-ce que ça vous avait donné de l'espoir, la décision? En fait, oui, bien sûr, en voyant que le professeur Christian Perronne avait été d'une certaine façon blanchi de toutes ces accusations, je me suis dit qu'il y avait peut-être un phénomène un peu positif et un vent favorable. Or, par contre, j'avais appris le jour même ce qui avait été les mesures qui ont été prises à l'encontre de mon collègue sénateur Alain Houpert, qui lui a pris 9 mois. Donc j'ai été profondément choquée de la sanction, de la décision de la Chambre de Nancy, puisqu'au fond, c'est moi qui ai pris le plus. Un an, c'est du jamais vu en termes de décision contre un parlementaire. Et puis, on ne va pas faire du sexisme à 2 balles, mais je pense que le fait que je sois une femme et que j'ose m'exprimer de cette façon-là doit avoir quelques conséquences, surtout vis-à-vis, peut-être de certains mâles de l'hémicycle qui n'ont pas apprécié que je leur tienne tête. Mais bon, ça c'est... Bon, je n'ai aucune preuve, bien sûr, de ce que je dis, mais je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai pris 1 an d'interdiction d'exercer mon métier. Et alors, vous avez pris 1 an d'interdiction. Quand vous regardez votre travail ces dernières années, est-ce que finalement, vous en venez à vous dire ça valait le coup, parce qu'effectivement, le pass sanitaire a été arrêté en mars, comme beaucoup d'autres pays. Comment vous regardez l'impact de ce que vous avez fait? Et d'ailleurs, est-ce que vous considérez, que vous avez fait certaines erreurs ou maladresses aussi? C'est 2 questions que je vous pose. Alors, souvent on me demande est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Pas du tout. Je recommencerai de la même façon, sans doute avec... Alors maintenant... Même en sachant les attaques que vous... Oui. D'accord. En sachant, en se disant, ok, je vais parler de ça, mais je vais être attaqué comme ça. Oui, parce qu'il me semble que nous avons été... Voilà, je parlais d'Alain Houpert, mais au Sénat, il y en a d'autres. Il y a Laurence Muller-Brown, il y a Sylviane Noël, il y a Loïc Hervé, enfin, je ne veux pas en oublier, mais il y a d'autres personnes qui parlent de façon très claire. Je pense que ça permet, au sein de notre société, d'avoir des prises de conscience par rapport à tout ce qui a été fait et tout ce qui a été demandé. Surtout aujourd'hui, au regard des conséquences. Parce que les conséquences, on va dire post-injection, on pourra peut-être en parler, sont quand même très délétères pour certaines personnes. Donc, je ne regrette rien. Bien sûr, aujourd'hui, je connais beaucoup mieux la technique parlementaire, donc peut-être que j'aurais travaillé des amendements différemment. Mais par contre, je sais aussi que si c'était à refaire, et même si j'allais plus vers d'autres collègues, de la même façon, personne ne m'aurait suivi. Parce que très clairement, ce qu'on me disait, c'est « mais tais-toi, reste assise, ferme-la », parce que ça on me l'a dit plein de fois, tu ruines ta carrière politique. Pour moi, c'est odieux de dire ça, c'est-à-dire odieux, parce qu'on pense d'abord à soi et on ne pense pas à toutes ces personnes malades, ces personnes... On va même mettre de côté le Covid, mais toutes ces personnes qui, pendant 1 an et demi, avaient vraiment peur de retourner voir leur médecin, avaient peur d'aller à l'hôpital et n'ont pas consulté, et aujourd'hui se retrouvent avec, pour certains, des cancers ou des maladies chroniques qui se sont décompensées, des diabètes, des hypertensions, etc. Donc tout cela a un impact extrêmement négatif sur la santé publique, sur la santé globale dans notre pays.
Donc, je recommencerai de la même façon, en prenant de la même façon ces risques, parce qu'à partir du moment où on continue à vivre dans un pays où on n'accède plus au débat, les conséquences seraient les mêmes. Est-ce que, du coup, alors ma première question était est-ce que vous vous félicitez de votre travail? Finalement, est-ce que vous vous dites, bon, bah, j'ai agi comme ça, mais voilà, est-ce que vous êtes contente de ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes dit, on a limité la casse? Ou quelle est votre réaction aujourd'hui? Quand vous Insuffisamment. regardez? La casse, ça peut être... Je raisonne pas tout à fait comme ça, parce que, bien sûr, on peut toujours mieux faire, hein, et certaines personnes voilà, commencent seulement à comprendre ce qui s'est passé, commencent à comprendre que l'État ne leur voulait pas forcément du bien, commencent à comprendre en voyant en plus l'impact économique, parce que certes, il y a la question de la santé, mais aujourd'hui, l'impact économique sur les petites et moyennes entreprises, il y avait les prêts garantis par l'État, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu cette planche à billets qui n'a pas arrêté de tourner. Que vaut encore notre monnaie? Est-ce que l'euro vaut encore quelque chose? On a cet impact sur l'inflation quand on a eu en 2018 les gilets jaunes, mais aujourd'hui, quand les gens vont faire leurs courses, quand ils essayent de faire leur plein d'essence, etc., ça devient catastrophique. Moi, je ne sais pas comment certaines personnes vont réussir à passer l'hiver. Donc oui, peut-être qu'on n'en a pas fait assez pour alerter et pour prévenir et pour dire, je l'ai dit plusieurs fois et dès le début, qu'on allait dans le mur. Et pour moi, en fait, c'est 2008, enfin, c'est la crise grecque. J'avais toujours cet exemple en tête de ce qui s'est passé en Grèce et c'est ce qui est en train d'arriver là maintenant chez nous, à une échelle puissance beaucoup plus importante. Vous parlez de la précarité du Tout à pays. fait. Vous Tout à fait. avez dit dans une autre interview, les Français sont en train de plonger dans une précarité immense. C'était il y a un an. Bien sûr. Aujourd'hui, En fait, ce constat est encore plus fort. quand on était au moment de la crise des Gilets jaunes et qu'on avait voté les mesures d'urgence sociale et 13 milliards, il y avait 10 millions de pauvres. Aujourd'hui, on est à plus de 12 millions de pauvres dans notre pays, ou approximativement. Et je pense que la classe moyenne est tout doucement en train de disparaître. Elle est tirée vers le bas. Alors, il y a quelques riches qui sont encore beaucoup plus riches et que la crise a très largement favorisé. Et il y a cette disparition de la classe moyenne. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je pense que le réveil va être très dur pour beaucoup de gens. Martine Venner, merci d'avoir pris le temps de venir parler de tous ces sujets chez nous. Est-ce que vous Merci. voulez ajouter un Merci à vous. Peut-être juste dire que, oui, concernant cette sanction, cette suspension, donc bien sûr, je fais appel. Donc, et l'appel est suspensif. Donc, voilà. Il y avait un autre sujet, d'ailleurs, c'était pas du tout la fin de cet entretien. Je voulais parler aussi de ce problème où vous n'êtes pas du tout la seule de concernée là-dessus. C'était un des sujets principaux que je voulais aborder. Il n'est jamais trop tard à ce moment de l'entretien. Beaucoup de médecins qui se sont exprimés sont aujourd'hui convoqués. Rien qu'en l'espace d'une semaine, il y a eu vous, il y aura le docteur Éric Loridan, bien connu, chirurgien, qui sera demain également attaqué. À Lille, et je serai présente pour le soutenir. Il y a également Olivier Soulier. Oui, vous allez aller soutenir docteur Loridan demain? Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors Olivier Soulier est passé aussi, mais devant le conseil départemental avant-hier. Éric donc passe en chambre disciplinaire. On enregistre cette émission le jeudi 1er décembre. Voilà, et Éric Loridan, c'est demain, devant la chambre disciplinaire régionale, voilà, vendredi 2 à Lille. Et il y en a énormément d'autres. Il y a la liste est très très longue. Il y a quelques pharmaciens aussi qui ont été... Beaucoup de médecins m'ont contacté déjà dès cet été, pour aussi des médecins qui n'étaient pas qui ne sont pas fait un nom ces dernières années, comme vous avez pu vous faire un nom, Éric Loridan s'est fait un nom. Il y a plein de médecins qui sont restés dans l'ombre, qui s'exprimaient discrètement, ou qui contactaient les journalistes et tout ça, qui sont là aussi, qui ont été rattrapés. On m'a parlé de signalement, et on parle de signalement exceptionnel de la sécurité sociale qui va dénoncer les médecins. C'est vraiment ciblé sur les médecins qui
se sont octroyés finalement le droit qu'ils pensaient légitime de pouvoir utiliser des traitements qui étaient interdits par les autorités sanitaires. En fait, On peut le résumer comme ça. c'est la première fois qu'il y a à ce point une chasse aux sorcières. On peut parler de chasse aux sorcières aujourd'hui? Oui, réellement. C'est un nouveau macartisme. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a autant de confrères convoqués. Et ça voudrait dire que brutalement, il y a une épidémie, une espèce de folie douce chez les médecins qui auraient tous enfreint le code de déontologie. Alors qu'on a toujours eu le droit de prescrire des molécules, même en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, en prenant cette responsabilité. Donc là, on sent bien, et bon, je ne sais pas, moi je n'avais pas cette connaissance que c'était la sécurité sociale peut-être qui, bon, c'est facile pour eux d'analyser les prescriptions et de faire des signalements. C'est peut-être cela. J'ai un souvenir qu'au sein du collectif Laissons les médecins prescrire, à un moment, nous avions partagé sur les réseaux la liste des professionnels de santé pour que les personnes sachent vers qui se tourner pour être soignées. Et rapidement, nous avions dû supprimer cette liste, puisqu'en fait, c'était très simple de cibler les professionnels et d'aller, en effet, les convoquer à l'ordre des médecins. Donc ça a été, on a tout de suite remarqué que voilà, s'il y avait une vraie dénonciation possible, ce qui me choque vraiment très ouvertement. Une chasse aux sorcières dans une démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça paraît d'être un mot simple comme ça, mais macartisme, par exemple, c'était quelque chose qu'aujourd'hui on juge odieux, puisque c'était vraiment d'aller chercher les gens qui portaient un discours différent. Est-ce que, comment en démocratie, aujourd'hui, on peut se dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le message que vous portez, que vous avez porté, comment aujourd'hui on peut se dire que des gens éduqués, des médecins, des avocats, dans les députés, il y a tout type de spécialités, des journalistes qui s'expriment, et qui... Autant de gens qui s'expriment et qui ne sont pas écoutés, et qu'on fait tout de suite passer pour fous, qu'on étiquette d'extrême droite, comme vous l'avez dit. Comment aujourd'hui est-ce que le réveil ne se fait pas du tout, juste le réveil de se dire, ok, on n'a pas besoin... Là, faire une chasse aux sorcières, est-ce que c'est pas passer à l'étape supérieure pour... C'est-à-dire que vous mettez en parallèle cette chasse aux sorcières en continuant à parler de démocratie. La question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on nous vend. La question, moi, j'utilisais depuis quelques années déjà le terme d'autocratie, parce que je crois que le président Emmanuel Macron est quand même... plusieurs fois, il nous a démontré qu'il ne respectait pas son peuple, en tout cas pas l'intégralité de son peuple, puisqu'il y a toute une catégorie de sous-citoyens. Donc ce régime est en train de s'écarter d'une véritable démocratie. Ou est-ce qu'au fond, la démocratie ne permet pas de légitimer ces dérives? J'en viens à me poser cette question. On a connu ça à d'autres périodes de l'histoire. C'est vrai que là, je me suis un petit peu attardée à relire l'historique de la création justement de l'ordre des médecins. 1940, dans un état vichiste, et avec, bien sûr, il y a eu des tas de médecins qui ont d'ailleurs refusé les consignes et qui se sont retrouvés dans des situations absolument terribles, même dans des camps de travail ou des camps de concentration, parce qu'ils n'avaient pas accepté de dénoncer, etc. Mais il y a quand même eu au départ cette idée que de permettre uniquement aux médecins qui étaient dans une forme de conformisme et qui allaient à l'encontre de certaines pratiques considérées comme étant libérales, qui étaient effectuées par des médecins étrangers. Mais derrière le mot étranger, il y avait bien évidemment les médecins juifs. Et il y a des écrits tout à fait intéressants, notamment de Paxton, que je commence à relire, et ça éclaire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ordre des médecins est un appareil qui est utilisé par le gouvernement pour sanctionner, en effet, des médecins qui ne jugent pas leurs confrères, qui, par contre, en leur âme et conscience, continuent
à pratiquer la médecine avec leurs patients, parce qu'au fond, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se joue dans l'intimité de cette relation très personnelle entre un patient et son médecin. Voilà, et cette confiance que le patient peut avoir avec son médecin, et le médecin qui connaît le patient et qui sait ce qu'il peut lui prescrire ou pas. Et quel que soit, j'allais dire, le niveau de la science, et en pleine épidémie, il faut soigner. Il ne faut pas attendre les bras croisés et que la personne soit dans une situation de grande difficulté, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises depuis ces 2 dernières années. Pour des gens comme vous qui dites aujourd'hui être face à une potentielle menace, parce que ça n'engage que vous, vous avez parlé de chasse aux sorcières, comment peut-on imaginer lutter contre une chasse aux sorcières pour vous et les autres médecins qui êtes potentiellement menacés? En fait, il faut s'exprimer, ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, ce que je ferai ce soir sur un autre plateau et avec un autre format. Il y a dans le cadre, en effet, de mon parti politique, Ensemble pour les libertés, énormément d'actions menées auprès de la population. Au-delà, bien sûr, les manifestations, il n'y en a plus tellement, parce que bon, les gens sont un petit peu lassés, et puis c'est toujours les mêmes personnes. Non, pas forcément. Les manifestations ont eu leur impact à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est une autre voie qu'il faut prendre pour continuer à expliquer ce qui se passe et à interroger. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens qui m'entourent, aux adhérents, aux bénévoles, etc., je dis, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas aller faire peur aux personnes qui ont été prendre un vaccin, 2 vaccins, enfin, une injection, 2 injections, le booster, etc. Non, mais c'est aujourd'hui leur faire se questionner simplement sur le fait que, voilà, même injecté, vous faites quand même le Covid. Donc au fond, est-ce qu'il n'y avait pas une autre voie possible ? Est-ce que vous avez fait confiance au gouvernement ? Est-ce que vous avez, oui ou non, eu raison de faire confiance ? C'est cette population-là que vous essayez de toucher aujourd'hui? Oui, globalement, c'est la population générale. Hein. C'est tous les jours aller discuter avec des personnes qui viennent aussi spontanément dans des réunions, dans des... Et le débat est possible? Vous arrivez à créer la discussion? Oui, actuellement, je trouve que... La discussion n'est pas morte? Non, la discussion était... il y a encore quelques mois, la discussion était très tranchée. Il y avait, là aussi, le gouvernement qui avait tout fait pour scinder la population en deux. C'est-à-dire que souvent, je faisais la comparaison avec l'affaire Dreyfus, mais c'était pire que ça. Enfin, voilà. Et encore une fois, au sein des familles, les gens parfois ne se parlaient plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres éléments intercurrents, parce que les gens vont vers une difficulté globale, une grande précarité, ils commencent à se poser des questions, à savoir si réellement ce gouvernement prend les bonnes décisions. Vous voyez le doute grandir? Oui, très clairement. C'est à la limite, c'est ça que vous, enfin, c'est la discussion que vous prôneriez, vous diriez aux gens, allez discuter avec votre voisin? Complètement, mais c'est ce que je dis, parce que je fais des réunions régulières avec les différentes antennes d'Ensemble pour les libertés partout en France. Parti politique. Tout à fait, et c'est vraiment la démarche que nous avons, c'est aller vers et pour faire réfléchir. En fait, c'est restimuler l'esprit critique. Et il y a beaucoup de personnes qui ont totalement oublié que c'était possible de remettre en question. Et c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, pour finir, on va conclure là-dessus cet entretien qui était très intéressant. Vous avez répondu très honnêtement aux questions. Et vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure hors caméra. Je vous demandais si Ensemble pour les libertés marchait bien. Vous m'avez répondu qu'il y avait de plus en plus d'adhérents, et notamment depuis la semaine dernière, avec cette décision. Donc finalement, ça vous a fait beaucoup de pub. Oui, j'ai envie de dire, j'avais pas besoin de ça, bien évidemment. Donc est-ce que vous remerciez le Conseil de l'Ordre? Non, je remercie pas le Conseil de l'Ordre, mais ce qui est sûr, c'est qu'en m'attaquant de façon aussi frontale, et franchement, là, les citoyens sont extrêmement choqués. Bon, on a vu, j'ai eu beaucoup de soutien sur place, hein, à Nancy, beaucoup de personnes s'étaient déplacées. Je reçois énormément de messages de soutien, et c'est vrai que voilà, il y a des adhésions nouvelles dans le parti, parce qu'ils ont bien compris que voilà, c'est aussi toutes les libertés qu'il faut défendre, et réellement, toutes les libertés sont menacées aujourd'hui dans notre pays. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes. On a pu aborder une bonne dizaine de thématiques. Merci beaucoup à vous.